Je m'appelle Céleste Aumont. J'ai 37 ans. Et le moment où j'ai compris ce qu'on m'avait fait, j'étais assise par terre dans mon appartement, à 22h30 un mardi soir, avec une clé USB de la taille de mon ongle dans la main et le visage de mon père sur l'écran de mon ordinateur. Il était plus maigre que dans mon souvenir. Il était assis à une table de cuisine que je ne reconnaissais pas chez lui, ailleurs. Il avait les mains posées l'une sur l'autre devant lui, comme il le faisait toujours quand il allait dire quelque chose qu'il avait longtemps mûri. Il a regardé l'objectif. Il m'a regardé. Et il a dit « Céleste, si tu regardes ça, c'est que Bernard a trouvé le bon moment. Ce qui veut dire que moi, j'en ai probablement manqué trop. Je n'ai pas bougé pendant 14 minutes. Je ne pense pas avoir respiré correctement pendant les 3 premières. Mon père était mort depuis 12 ans. Et pendant 12 ans, on m'avait dit, calmement, fermement, avec toute la paperasse pour l'étayer, qu'il n'avait presque rien laissé, que la maison était au nom de Françoise, que le terrain dans le Cantal était grevé de dettes, qu'il y avait un testament, oui, quelques pages, sa signature en bas, et qu'il disait ce qu'il disait, et que j'en étais désolée, Céleste, mais c'était ainsi. Je les ai crus. C'est ça que je dois continuer à regarder en face. Je les ai crus. Si on vous a déjà remis une version de votre propre histoire qui ne vous allait pas tout à fait, comme un vêtement légèrement mal coupé dans les épaules, et que vous continuez à vous ajuster parce que vous pensez que le problème vient de vous, alors vous comprenez déjà ce que je ressentais en entrant dans tout ça. Et si ce que je viens de dire résonne en vous, je vous demande quelque chose maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour être là pour la suite, et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre une histoire sur ce qui arrive quand la vérité refuse de rester enterrée. Je vais vous ramener au début maintenant, parce que vous devez comprendre qui était mon père avant que je puisse vous dire ce qu'ils ont fait de son nom. Mon père, Michel Aumont, était électricien. Il avait grandi dans les collines du Massif central, fils d'un homme qui travaillait la terre et d'une femme qui faisait tourner tout le reste avec très peu. Ce n'était pas un homme compliqué en surface. Il travaillait, il rentrait, il réparait des choses. Il ne parlait pas de ses sentiments autant qu'il les démontrait, en étant présent, en étant patient, dans la qualité particulière de son attention quand il vous écoutait. Ma mère est partie quand j'avais 9 ans. Pas de manière spectaculaire. Il n'y a pas eu de dispute, pas de scène, pas de moment que j'aurais pu désigner et dire « c'est là que ça s'est passé ». Elle s'est simplement redirigée progressivement vers une autre vie, et finalement, elle la vivait sans nous. Elle s'est remariée avec un homme à Lyon qui avait une belle maison et un bon salaire, et je la voyais aux vacances qu'elle pensait à planifier à l'avance, la plupart du temps. Mon père ne s'est pas effondré. Il est simplement devenu plus silencieux pendant un moment. Et puis, il a continué. Quand j'avais 14 ans, Françoise est entrée dans nos vies. Elle avait 2 enfants, Renaud, qui avait 18 ans, et Valérie, qui en avait 16. C'étaient ses enfants d'un premier mariage dissous quand elle avait 31 ans, et elle s'était reconstruite depuis par une détermination absolue et une précision stratégique. Elle n'était pas cruelle envers moi. Je veux être claire là-dessus, parce que l'histoire que je raconte n'est pas celle d'une belle-mère ouvertement mauvaise. Elle était mesurée, prudente. Elle me traitait comme une invitée dans une maison où j'avais vécu toute ma vie, poliment, agréablement, avec la sous-entendue constante et non dite que je devais être reconnaissante pour l'hospitalité. Renaud a eu le scooter qu'il voulait pour ses 19 ans. Moi, j'ai eu un chèque cadeau et un rappel que les études arriveraient vite, donc je devrais commencer à penser aux bourses. Valérie avait le temps de sa mère, l'attention de sa mère, l'oreille de sa mère à la table de la cuisine chaque soir. Moi, j'avais mon père, les week-ends où il ne travaillait pas, dans l'heure entre le dîner et le moment où il s'endormait dans le fauteuil. C'était suffisant. Il était suffisant. Mais je voyais. Je voyais comme on voit quelque chose qu'on n'est pas censé voir, comme on se tait autour de ça pour que personne ne vous l'enlève. J'ai commencé à croire, quelque part dans ces années-là, que mes besoins étaient les moins légitimes dans la pièce. Que la chose raisonnable était de demander moins,
d'exiger moins, de déranger moins. Je n'ai compris que bien plus tard que cette conviction avait été construite autour de moi, que je n'y étais pas arrivée seule. J'ai eu mon baccalauréat et j'ai intégré la licence de psychologie à l'université de Clermont-Ferrand avec une bourse sur critères sociaux. J'ai couvert le reste moi-même, un prêt étudiant et 20 heures par semaine en librairie universitaire, et ce genre d'épuisement au niveau de l'os qu'on ne peut soutenir que quand on est assez jeune pour ne pas savoir ce que ça coûte. Mon père m'appelait tous les dimanches. Il demandait toujours ce que j'avais mangé, ce qui me rendait légèrement folle, et que je comprends maintenant comme l'unique façon qu'il avait de demander si j'allais bien. Personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme. Mon père avait un chantier ce week-end-là, dont il n'a pas pu se libérer. J'ai toujours cru que c'était vrai et non fabriqué. Françoise et Renaud avaient une obligation familiale dont je ne faisais pas partie. Valérie, je pense, n'y a simplement pas pensé. J'ai traversé cette estrade devant une salle de parfaits inconnus, j'ai serré la main du doyen, je me suis retrouvée dans le parking après en toge et chapeau, et j'ai appelé la messagerie de mon père parce qu'il ne répondait pas, et j'ai dit « J'ai réussi, papa, je te rappelle ce soir ». Il m'a laissé un message 2 heures plus tard, que j'ai gardé pendant 7 ans, avant que mon téléphone rende l'âme et que je le perde. Il disait que j'étais la personne dont il était le plus fier au monde. Il le disait comme si ça lui coûtait quelque chose de le dire à voix haute, ce qui voulait dire qu'il le pensait vraiment. C'est comme ça que je savais. Mon voisin Bernard Collet connaissait mon père de la manière dont on se connaît quand on a passé assez de temps ensemble sans avoir besoin de le jouer. Ils pêchaient ensemble sur l'Allier. Ils s'asseyaient sur les perrons. Ils ne parlaient pas de leurs sentiments, mais ils savaient tout l'un de l'autre quand même, ce qui est une forme d'intimité différente et parfois plus profonde. Bernard a été le premier à notre porte après la mort de mon père. Il n'a pas dit grand-chose. Il a apporté une cocotte de soupe et du pain de la veille, et il s'est assis à la table de la cuisine, et il m'a regardé. Pas Françoise, pas la pièce, moi, et il a dit « Ton père t'aimait plus qu'il savait le dire, Céleste. Je veux que tu saches que je le sais. » Je n'ai plus repensé à cette phrase pendant 12 ans. J'aurais dû. La matinée où Françoise m'a fait asseoir avec le testament d'une page, c'était 8 jours après les obsèques. Renaud était là, Valérie était là. Le notaire de la famille, maître Delorme, un homme qui ne cessait d'appuyer son pouce sur sa paume pendant qu'il parlait, était là. Ils m'ont tout expliqué. La maison, qui resterait au nom de Françoise, des dettes, qui avaient apparemment absorbé l'essentiel de ce que mon père avait mis de côté, une assurance vie dont les bénéficiaires avaient déjà été désignés, et un document, quelques feuillets avec la signature de mon père en bas, qui disait, en langage juridique soigné, que sa succession serait répartie conformément à ses volontés telles qu'exprimées en ces pages. J'avais 25 ans. Je remboursais encore mon prêt étudiant. Je n'avais pas d'avocat. Je ne savais pas quelles questions poser. Et les personnes dans cette pièce, les personnes qui étaient censées être ma famille, savaient précisément tout ça de moi. J'ai pris les feuillets. Je les ai remerciés. Je suis remontée à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas remis ça en question pendant des années. Je me suis dit que ça avait du sens. Je savais qu'il n'avait pas été très prévoyant avec l'argent. Je me suis dit que la légère fausseté que je ressentais dans les épaules, c'était le deuil, pas la suspicion. J'ai continué à m'ajuster, à m'ajuster, à m'ajuster, et j'ai continué à vivre. Ce que je ne savais pas, ce qu'aucun d'eux n'espérait que je découvre jamais, c'est que mon père avait prévu autre chose. Il l'avait prévu discrètement, soigneusement, avec la précision particulière d'un homme qui avait passé toute sa vie à s'assurer que les fils étaient bien connectés avant de quitter un chantier. Il avait décidé, à la fin, de ne pas laisser ce câble-là en l'air. Le colis de Bernard Collet est arrivé un vendredi. Je ne l'ai pas ouvert pendant 3 jours. J'ai mis le colis sur ma table de cuisine et je l'ai contourné pendant 72 heures. Ce n'est pas une figure de style. Je l'ai vraiment contourné. Je l'ai déplacé une fois, du centre de la table vers le coin, pour pouvoir dîner sans le regarder directement.
Puis je l'ai replacée au milieu, parce que la voir dans mon champ de vision périphérique était encore pire que de la voir en face de moi. Je suis allée au travail. J'ai géré mes dossiers. Je me suis assise en face d'une femme le jeudi matin qui essayait de m'expliquer pourquoi elle continuait à revenir dans une situation qui lui faisait du mal. Et j'ai hoché la tête, et j'ai écouté, et j'ai dit les bonnes choses. Et pendant tout ce temps, il y avait une petite voix dans le fond de ma tête qui disait: Tu as un colis sur ta table de cuisine, Céleste. Tu as un colis sur ta table de cuisine, et tu as peur de ce qu'il contient. Je l'ai ouvert le vendredi soir. Je ne sais pas pourquoi le vendredi précisément. Je pense que j'étais assez fatiguée pour arrêter d'être stratégique. C'était un manuel de pêche à la mouche. Je l'ai reconnu immédiatement. Il avait vécu sur la 2e étagère de la bibliothèque du salon de mon père pendant toute mon enfance. La tranche était usée d'une manière particulière, douce et légèrement décollée en haut, des années à être sortie et remis en place. J'avais regardé les photographies dedans quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, assise par terre à côté de la bibliothèque, pendant que mon père regardait le journal télévisé. Je n'avais pas repensé à ce livre depuis 20 ans. Il y avait un mot de Bernard glissé à l'intérieur de la couverture. Son écriture était appliquée et légèrement irrégulière, comme quelqu'un qui a toujours pris l'écriture au sérieux. Céleste, ton père m'a laissé ça en garde il y a quelques années. Il m'a demandé de te le faire parvenir quand le moment semblerait bon. Ça fait 12 ans que j'essaie de comprendre quand c'était. J'ai eu un problème cardiaque en mars, et j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre le bon moment. Je suis désolée d'avoir autant tardé. B. Collet. La clé USB était scotchée à l'intérieur de la 4e de couverture. Un petit sachet plastique, et dedans, une clé à peine plus grande que mon ongle, avec un morceau de masking tape sur lequel mon père avait écrit: Pour Céleste, quand tu seras prête. Je me suis assise par terre. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de m'asseoir. J'étais simplement là, avec le livre sur les genoux et la clé dans la main, et l'appartement était très silencieux, et j'ai pensé: je ne suis pas prête. Je n'ai jamais été prête. Je vais regarder quand même. Mon père regardait la caméra de la façon dont il regardait toujours les choses qui comptaient, sans cérémonie, sans préambule. Il a posé les mains sur la table devant lui. Il a toussé une fois, et il a dit: Céleste, si tu regardes ça, c'est que Bernard a trouvé le bon moment, ce qui veut dire que moi, j'en ai probablement manqué trop. Il a marqué une pause. Puis il a dit: Je vais te dire des choses. J'ai besoin que tu les écoutes toutes, avant de décider ce que tu vas faire. Il a parlé pendant 14 minutes et 11 secondes. Je le sais parce que j'ai regardé le compteur. Il m'a parlé du testament, le vrai, le complet, pas les feuillets qu'on avait posés devant moi à cette table de cuisine 8 jours après ses obsèques. Il m'a dit qu'il m'avait laissé 40% des biens. Il m'a parlé du terrain dans le Cantal. 3 générations d'Aumont, son grand-père paternel. Une terre qui n'avait jamais été vendue, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on vend. Il m'a parlé du compte d'épargne retraite. Il m'a dit qu'il était allé chez un autre notaire, pas maître Delorme, quelqu'un à Rion qu'il avait trouvé seul, et qu'il y avait un document complet, avec témoins et cachet, dans un coffre à l'agence Crédit Agricole de Clermont-Ferrand. Il m'a donné l'adresse de l'agence. Il m'a donné le numéro du coffre. Il m'a donné le code. Et puis il a dit: Je fais ça en vidéo parce que je veux que tu puisses m'entendre le dire. Je ne fais pas entièrement confiance au papier seul. Il a regardé la caméra un moment sans parler. Et puis il a dit: Je t'aime, Céleste. J'aurais dû mieux te le dire pendant que j'en avais le temps. Tu n'étais pas la plus facile parce que tu avais besoin de moins. Tu étais la plus facile parce que j'étais mieux quand tu étais là. Ce ne sont pas les mêmes choses. J'ai besoin que tu saches ça. Il l'a dit une deuxième fois à la fin de la vidéo, juste avant que ça coupe. Je t'aime. Comme ça, direct, sans hâte. 2 fois. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai mis ma veste. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai fait ça toute ma vie.
Conduire quand je ne peux pas tenir quelque chose assez immobile pour le traiter. Des routes de nuit, pas de destination, pas de musique, juste le mouvement. J'ai conduit pendant presque 2 heures. Je suis montée vers le plateau de Gergovie, là où mon père m'emmenait le samedi matin quand j'étais petite, d'où on voit la plaine de la Limagne et les volcans en enfilade dans la lumière du petit matin, comme des couches de quelque chose d'ancien. Je me suis arrêtée sur le bord, et je me suis assise, et j'ai regardé ces volcans, et j'ai pensé à un homme assis seul à une table de cuisine, dans une maison que je ne reconnaissais pas, qui parlait à une caméra parce qu'il ne faisait pas confiance aux personnes autour de lui pour transmettre ses mots correctement. Il avait su. Avant de mourir, il avait déjà su que quelque chose risquait de mal tourner. Et il avait construit un filet de sécurité. Pas par malveillance, par la précision tranquille d'un homme qui avait passé toute sa vie à s'assurer que les connexions étaient bonnes avant de quitter un chantier. Je pense à ce que ça signifie d'être la personne pour qui quelqu'un construit un filet de sécurité. Je me demande si vous avez déjà découvert, bien trop tard, que quelqu'un vous protégeait silencieusement tout le temps où vous pensiez être seul. Ça change quelque chose en vous. Ça ne répare pas ce qui a été perdu, mais ça en change la forme. Laissez-le en commentaire si ça vous touche. Je lis chaque message, et je veux savoir si certains d'entre vous ont vécu l'autre face de ce genre d'amour silencieux. Je suis rentrée. Je n'ai pas appelé Françoise. Je n'ai pas appelé Renaud. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où le colis était posé depuis 3 jours, et j'ai rouvert l'ordinateur, et j'ai regardé la vidéo une deuxième fois. Puis j'ai recopié l'adresse de l'agence et le numéro du coffre dans mon écriture sur un bout de papier que j'ai plié et glissé dans la poche intérieure de ma veste en velours. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais faire quelque chose. Je le savais de la même façon que je sais quand un dossier a basculé, pas seulement à partir des faits, mais à partir de la qualité particulière d'immobilité qui s'installe sur une situation quand la vérité a enfin assez de place pour se tenir debout. J'ai appelé maître Isabelle Fontaine le lundi matin. C'était une avocate spécialisée en droit successoral que ma collègue Dana avait mentionnée une fois, de manière incidente, dans un contexte complètement différent, une de ces informations qu'on range sans savoir pourquoi. Je lui ai dit ce que j'avais. Je lui ai parlé de la vidéo, du coffre, du document que mon père avait évoqué, des feuillets du testament qui m'avaient été présentés chez le notaire 12 ans auparavant. Je lui ai dit que j'étais assistante sociale au conseil départemental, que je gagnais 2180 € net par mois, que je remboursais encore un prêt étudiant et que je n'avais jamais pu acheter un appartement en partie parce qu'on m'avait dit que mon père était mort sans rien laisser. Maître Fontaine a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Vous pouvez venir quand ?» Elle était méthodique d'une manière que j'ai trouvée immédiatement rassurante. Elle ne s'indignait pas, elle s'organisait. Elle m'a expliqué que si la vidéo pouvait être authentifiée, si le document dans le coffre correspondait à ce que mon père avait décrit, et si on pouvait démontrer que le testament soumis chez le notaire était incomplet, il y avait des recours. Ça prendrait du temps. Ce ne serait pas sans coût. Elle a dit les deux choses clairement, sans les adoucir. J'ai dit « Je comprends. Je veux aller de l'avant. » Elle m'a regardé un moment de l'autre côté de son bureau. Pas avec de la pitié, pas avec de l'enthousiasme, juste avec l'attention soigneuse de quelqu'un qui évalue si la personne en face sait ce à quoi elle s'engage. Puis elle a dit « Très bien, on commence par le coffre. » Nous y sommes allés cette semaine-là. Le numéro de coffre et le code que mon père avait donné dans la vidéo fonctionnaient exactement comme il l'avait dit. À l'intérieur, il y avait une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, 2 feuillets, les feuillets manquants du testament, avec témoin et cachet notarial, agrafés à une lettre du notaire de Riom, qui les identifiait comme l'addendum final et complet aux dernières volontés de Michel Aumont, daté de 4 mois avant sa mort. Je me suis tenue au comptoir de cette agence, et j'ai tenu ces 2 feuillets,
et j'ai lu mon propre nom dans le document de mon père pour la première fois. J'ai dû appuyer mon pouce sur ma paume pour empêcher mon visage de faire quelque chose que je n'étais pas prête à faire en public. 40% des biens, le compte épargne-retraite, le terrain dans le Cantal. 12 ans. Il essayait de me le dire depuis 12 ans et le message était resté dans un manuel de pêche à la mouche sur l'étagère de Bernard Collet, à attendre le bon moment qui n'était presque jamais venu. Maître Fontaine a déposé la demande de communication des actes de succession originaux un mercredi. Le vendredi suivant, nous avions la confirmation de ce que nous savions déjà. Le testament soumis chez le notaire était incomplet. Il manquait 2 feuillets. La signature était bien celle de mon père. Personne n'avait falsifié quoi que ce soit, ce qui, d'une certaine façon, rendait les choses encore pires, pas meilleures. Ils n'avaient pas eu besoin de falsifier. Ils avaient simplement retiré 2 feuillets et soumis ce qui restait. Et dans le brouillard du deuil et de la confiance et de ma propre certitude de 25 ans, que les adultes avec de la paperasse savaient ce qu'ils faisaient, je n'avais jamais demandé à voir l'original. Maître Fontaine m'a expliqué, de sa façon égale et précise, que ce n'était pas rare, que la période qui suit immédiatement un décès est le moment juridiquement le plus vulnérable de la vie de la plupart des familles, que les personnes qui vont faire quelque chose comme ça le font presque toujours à ce moment-là, pendant que le deuil est frais et que les documents sont en circulation et que personne ne pense assez clairement pour poser les bonnes questions. Je l'ai écouté expliquer tout ça, et j'ai pensé à Françoise assise en face de moi à cette table. J'ai pensé à la façon dont elle avait posé ses mains l'une sur l'autre. J'ai pensé à Maître Delorme, qui appuyait son pouce sur sa paume, encore et encore pendant qu'il parlait. J'avais toujours supposé que c'était un tic nerveux. Je comprenais maintenant que c'était autre chose. Maître Fontaine a déposé une contestation formelle auprès du notaire. 3 semaines plus tard, Françoise a reçu notification. Son avocat, un homme du nom de Maître Garnier, spécialisé dans exactement ce type de litige successoral familial, a appelé Maître Fontaine pour suggérer une conversation informelle avant que les choses n'escaladent. Maître Fontaine lui a dit qu'elle était tout à fait disposée à avoir cette conversation et qu'elle aurait besoin d'une communication financière complète sur les biens et le compte épargne comme condition préalable à toute discussion. Maître Garnier a rappelé 2 jours plus tard pour dire que sa cliente n'était pas prête à communiquer ces éléments à ce stade. Maître Fontaine me l'a annoncé par téléphone, avec le ton neutre particulier qu'elle utilisait quand elle me communiquait quelque chose à la fois prévisible et regrettable. Je lui ai demandé ce que ça signifiait. Elle a dit « Ça signifie qu'elle va se battre, pour l'instant du moins ». J'étais dans ma voiture quand elle me l'a dit, garée devant mon bureau, moteur éteint, à regarder un pigeon progresser sur le trottoir avec une conviction absolue. J'ai pensé « Très bien, très bien ». L'appel de Françoise est arrivé 11 jours plus tard. Son avocat lui avait dit de ne pas m'appeler directement. Maître Fontaine me l'a dit après, en précisant que c'était la chose tactiquement la plus dommageable que Françoise ait faite dans toute la procédure, parce que tout ce qu'elle me dirait sans son avocat présent serait utilisable. Mais Françoise a appelé quand même. Je pense qu'elle croyait que si elle pouvait simplement m'avoir au téléphone, elle pourrait me gérer comme elle m'avait toujours géré, avec cette combinaison particulière de chaleur et de fermeté qui avait fonctionné pendant 23 ans. J'ai répondu. Je me suis assise très immobile et je l'ai laissé parler. Sa voix était contrôlée, soigneuse. Elle a dit « Céleste, je crois qu'il y a eu une confusion sur ce que ton père voulait vraiment. Il n'allait pas bien à la fin. Il était émotif. Certaines des choses qu'il a dites et faites dans ces derniers mois, je ne pense pas qu'elles reflétaient ses véritables souhaits. Je pense que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pris d'autres décisions. » Elle a marqué une pause. Je pense qu'elle attendait que je réponde. Je n'ai rien dit. Elle a dit « J'ai maintenu cette famille, Céleste. Après sa mort, j'ai maintenu tout ça ensemble. Je pense que ça mérite d'être pris en compte. » J'ai laissé passer encore un silence. Puis j'ai dit, très calmement,
Il l'a dit 2 fois, Françoise, directement à la caméra. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il demandait. Elle a été silencieuse pendant 4 secondes. J'ai compté. Puis elle a dit « Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais… » « J'ai trouvé le coffre, » j'ai dit. « J'ai le numéro et le code qu'il a donné dans la vidéo. J'ai les 2 feuillets que vous n'avez pas soumis. Maître Fontaine a des copies de tout. » Elle n'a pas répondu à ça. Il y avait dans son silence une qualité que je ne lui avais jamais entendue. Pas le calme géré, stratégique, qu'elle avait toujours utilisé comme un outil, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à une personne arrivant au bord de quelque chose vers lequel elle marchait depuis 12 ans et voyant enfin la profondeur du vide. Elle a dit « Je vais demander à Maître Garnier d'appeler votre avocate. » Et elle a raccroché. Je suis restée un moment avec le téléphone dans la main. Je n'étais pas en colère, exactement. J'avais dépensé la colère sur ces routes de nuit des semaines auparavant, dans le noir, à 1200 mètres d'altitude. Ce que je ressentais maintenant ressemblait davantage à l'épuisement particulier de quelqu'un qui a tenu quelque chose de très lourd pendant très longtemps et à qui on vient enfin de dire qu'il a le droit de le poser, mais dont les bras n'ont pas encore reçu le message. Renaud a appelé 4 jours plus tard. C'était un mardi, fin d'après-midi. J'étais à ma table de cuisine à manger une soupe que j'avais préparée la veille et à parcourir des notes de dossier, et son nom est apparu sur mon téléphone, et je l'ai regardé un moment avant de répondre. Il n'a pas dit bonjour, il a dit « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Céleste? C'est pour l'argent ou c'est pour gagner ?» J'ai posé ma cuillère. J'ai réfléchi à cette question plus longtemps qu'il ne l'attendait. Je sentais son impatience dans le silence, le léger changement de respiration qui signalait qu'il recalculait. J'ai pensé à mon père à cette table de cuisine, les mains posées l'une sur l'autre, regardant la caméra. J'ai pensé à un morceau de masking tape qui disait « Pour Céleste, quand tu seras prête ». J'ai dit « C'est pour ce que papa a dit. Je vais faire en sorte que ça se passe comme il le voulait. Ces 2 choses ne sont pas incompatibles. » Il a été silencieux un moment. Puis, tu sais que ça va tout faire éclater. Renaud, j'ai dit, c'était déjà éclaté. J'étais juste la seule à rester dans la brèche. Il a raccroché. J'ai appris plus tard, par Maître Fontaine, qu'il avait appelé son propre avocat ce même après-midi, séparément de celui de Françoise. C'était la première fissure dans le mur. Voilà ce que je veux que vous compreniez de cette période, ces semaines entre le dépôt de la contestation et la date de médiation. Ce n'était pas dramatique. C'est ce que personne ne vous dit quand vous vous battez pour quelque chose que vous auriez dû avoir depuis toujours. Ce n'est pas cinématographique. C'est de la paperasse. Ce sont des appels téléphoniques. C'est la voix soigneuse de Maître Fontaine qui explique des délais de procédure, pendant que je suis assise à mon bureau à l'heure du déjeuner, à manger un sandwich que je ne goûte pas. C'est rentrer chez moi et rester assise dans ma voiture 11 minutes parce que je n'ai pas tout à fait l'énergie d'aller à l'intérieur. J'ai appelé Bernard pendant cette période. Pas pour des informations. Je l'ai appelé comme on appelle quelqu'un quand on a besoin d'entendre la voix d'une personne qui vous connaissait avant que vous ayez à vous battre pour quoi que ce soit. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il décrochait toujours à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'avais regardé la vidéo. Je lui ai dit ce que nous avions trouvé dans le coffre. Il était silencieux de la façon de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il portait depuis longtemps et à qui on permet enfin de le déposer. Il a dit « Il est venu me voir à l'automne avant sa mort. Il avait déjà préparé la clé. Il m'a dit que Françoise était une femme bien dans l'ensemble, mais qu'elle avait peur, et que la peur la rendait capable de choses qu'il ne voulait pas découvrir. Il ne l'a accusée de rien de précis. Il m'a juste demandé d'être un filet de sécurité. » J'ai dit « Pourquoi pensait-il que vous tiendriez aussi longtemps ?» Bernard a dit « Parce qu'il savait que je le ferais. Et parce qu'il savait que toi, tu serais prête un jour. » Il a dit « Et là je te donne ces mots exacts, Céleste. » Il a dit « Céleste saura quoi faire quand le moment viendra. Elle a juste besoin de savoir que je le pensais vraiment. » J'ai appuyé mon pouce sur ma paume.
J'étais assise par terre dans mon appartement, le dos contre le canapé, le manuel de pêche sur le coussin derrière moi. La médaille de Saint-Éloi était chaude contre mon sternum d'avoir été contre ma peau toute la journée. Il le pensait vraiment. Mon père n'avait pas construit le filet de sécurité parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il savait, même à ce moment-là, que j'aurais besoin de l'entendre dire les mots avant de croire que j'avais le droit de me battre pour ce qui était mien. C'est ça qui m'a ouverte en deux, doucement, seule par terre dans mon appartement à 21h30 un mercredi soir. Pas le terrain, pas le compte épargne, pas les 12 ans de loyer pendant que Françoise vivait dans ce que mon père avait bâti. Le fait qu'il savait. Il savait que j'aurais besoin d'une preuve non pas de ses volontés, mais de son amour. Et il s'était assuré que je l'aurais. Si vous avez déjà eu besoin que quelqu'un vous dise que vous valiez la peine d'être choisi, pas seulement gardé, mais vraiment choisi, et si vous savez ce que ça fait de recevoir cette preuve enfin et de réaliser qu'elle est arrivée 12 ans trop tard, appuyez sur ce bouton like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cette histoire n'est pas terminée. Et ce qui vient maintenant est la partie qui m'a obligée à devenir quelqu'un d'autre pour la traverser. Je suis arrivée à la médiation avec les deux mains sur le volant, la médaille de mon père contre la poitrine et une chemise cartonnée sur le siège passager qui contenait tout. L'immeuble était dans le centre de Clermont-Ferrand, un lieu neutre, le choix de Maître Fontaine. Hall vitré, une réceptionniste qui m'a proposé de l'eau, avec la chaleur rodée de quelqu'un dont le travail consiste à faire paraître normal des personnes tendues pendant 30 secondes. J'ai dit oui à l'eau. Je l'ai bu à moitié debout au comptoir d'accueil parce que j'avais la bouche très sèche et que j'avais besoin de 30 secondes pour être simplement quelqu'un qui boit de l'eau avant de devoir entrer dans cette salle. Maître Fontaine m'a rejointe dans le couloir devant la salle de médiation. Elle a regardé mon visage et elle a dit « Vous êtes prête ?» J'ai dit « On y va ». Nous sommes entrés ensemble. Françoise était déjà assise. Cardigan lavande, chemisier blanc, le collier de perles. Les perles de mon père, celles qu'il lui avait offertes pour leur 5e anniversaire de mariage, posées contre son cou. Elle les avait mis intentionnellement. J'ai compris ça immédiatement. Je l'ai compris comme on comprend une langue qu'on a entendue toute son enfance, même si on n'a jamais formellement appris à la parler. Renaud était à côté d'elle en polo de travail, le logo de Marchand TP brodé sur la poitrine, une montre digitale qu'il consultait trop souvent. Maître Garnier, l'avocat de Françoise, était à sa gauche, lisse et préparé de la façon de quelqu'un qui fait ça toutes les semaines. L'avocat de Renaud, un homme plus jeune du nom de Maître Webb, qui avait l'air légèrement mal à l'aise d'être dans la même pièce que Garnier, était assis un peu à l'écart. La médiatrice, une femme du nom de Madame Leroux, s'est présentée et a expliqué le processus. Sa voix était égale et complètement sans enjeu, ce qui était soit très apaisant, soit très étrange, selon comment on était assis dans la situation. Je l'ai trouvé apaisant. J'avais besoin que la pièce ait au moins une température à laquelle m'orienter. Maître Fontaine a fait glisser la chemise au centre de la table sans préambule. Pas de discours, pas de mise en scène. Elle l'a simplement posée là et l'a laissée. La retranscription était dessus. 14 minutes et 11 secondes de paroles de mon père, imprimées sur du papier blanc propre, les passages les plus importants surlignés en jaune. Derrière, les 2 feuillets manquants. Derrière, la comparaison annotée entre le document soumis chez le notaire et l'original complet. Les écarts marqués en rouge, méthodiques et impossibles à contester. Françoise a regardé la chemise longtemps sans la toucher. Puis elle l'a prise. Elle l'a lue avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui travaille très fort pour ne laisser paraître aucune expression sur son visage. Renaud l'a regardée par-dessus son épaule. J'ai vu sa mâchoire se contracter. Je l'ai vu détourner les yeux. Maître Garnier s'est penché et a dit quelque chose doucement à l'oreille de Françoise. Elle n'a pas répondu. Et puis elle a levé les yeux. Pas vers Maître Fontaine, pas vers Madame Leroux, vers moi. Je n'ai pas détourné le regard.
Je ne me suis pas avancée et je n'ai rien dit. J'avais préparé la colère, la sienne ou la mienne, et j'avais préparé le déni, le langage juridique soigneux de maître Garnier, construisant un mur entre ce qui était vrai et ce qui était prouvable. Je n'avais pas préparé la qualité particulière de ce que j'ai vu sur le visage de Françoise à ce moment-là. Elle avait l'air épuisée. Pas l'épuisement de quelqu'un qui vient d'être pris en faute, l'épuisement de quelqu'un qui tient quelque chose de très lourd depuis 12 ans et qui vient de comprendre, dans cette salle précise avec cette chemise précise entre les mains, qu'elle ne va plus pouvoir le tenir. J'avais passé des mois à être en colère contre un monstre. Ce qui était assis en face de moi n'était pas un monstre. C'était une femme effrayée qui avait fait un choix monstrueux et qui avait ensuite passé 12 ans à devenir quelqu'un capable de vivre avec. Ce sont des choses différentes. Je savais qu'elles étaient différentes. Ça m'a quand même coûté quelque chose de le voir. Renaud a craqué en premier. Il ne regardait pas sa mère quand il l'a fait. Il regardait la table, un point approximativement entre ses propres mains, et il a dit, doucement et sans inflexion, « Il faut régler ça. » Françoise s'est tournée vers son fils. J'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la culpabilité, pas exactement, mais quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme une personne qui s'est raconté une histoire pendant très longtemps et qui entend l'histoire se terminer. Maître Garnier a commencé à dire quelque chose. Françoise a levé la main, pas de façon dramatique, juste un petit geste plat, paume ouverte, et il s'est arrêté. Elle a dit « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Pas ce que veut son avocate, pas quelles sont les conditions. Elle a dit « elle ». Elle regardait Maître Fontaine quand elle l'a dit, mais le mot est tombé sur moi. Maître Fontaine a exposé les termes du règlement qu'elle avait préparé. Le terrain dans le Cantal, transféré en intégralité. Le compte épargne-retraite, avec 12 ans de valeur capitalisée. Un paiement structuré prélevé sur les actifs immobiliers, calculé sur la base des 40% prévus dans le testament original. Maître Fontaine a tout exposé du même ton égal qu'elle utilisait pour tout, ce que j'avais appris à comprendre non pas comme de l'indifférence, mais comme une forme de stabilité professionnelle, l'équivalent juridique de garder les mains sur le volant. Maître Garnier a fait 2 contre-propositions. Les 2 ont été refusées. Le 3e tour a produit un accord. La séance de médiation a duré 3 heures et 40 minutes. À la fin, j'ai signé mon nom 4 fois sur des documents qui me restituaient ce que mon père avait toujours voulu que j'aie. Renaud a signé séparément. Françoise a signé en dernier. Elle ne m'a pas regardée quand elle a signé. Je ne l'ai pas regardée non plus. Nous avions dit tout ce qui allait être dit, et la plupart de ça avait été dit sans mots. Madame Leroux a remercié tout le monde pour leur participation dans son ton neutre soigneux de quelqu'un qui conclut une réunion sur les résultats trimestriels. J'ai serré sa main. J'ai serré la main de Maître Fontaine dans le couloir et elle a dit « Vous avez bien tenu ». J'ai dit « C'est vous qui avez fait le travail ». Elle a dit « Vous avez tenu la ligne, c'est ça le travail qui compte ». Je suis sortie de l'immeuble dans un mardi après-midi de Clermont-Ferrand qui avait l'air exactement pareil à quand j'étais entrée. Même ciel, même rue, même pigeon progressant sur le même trottoir avec la même confiance imméritée. Je me suis arrêtée sur le trottoir devant le hall vitré et j'ai respiré et j'ai essayé de localiser ce que je ressentais. Pas victorieuse. Ça m'a surprise, même si Maître Fontaine m'avait dit de ne pas attendre le triomphe. Pas soulagée non plus, pas encore, pas complètement. Je me sentais comme je me sens parfois après une séance très longue et très exigeante avec un usager, raclé, propre. Comme si quelque chose avait traversé et emporté une couche avec lui. Je suis restée dans ma voiture longtemps avant de démarrer. J'ai pensé à Françoise rentrant chez elle, dans son cardigan lavande, avec les perles de son mari mort posées contre son cou. J'ai pensé à ce qu'elle ferait des 12 années suivantes. J'ai pensé à si elle continuerait à porter ses perles, et si oui, ce qu'elle se dirait chaque fois qu'elle les mettrait. Je n'éprouvais pas de pitié pour elle, exactement.
J'éprouvais quelque chose de plus compliqué que la pitié et de moins satisfaisant que le mépris. Je me sentais comme quelqu'un qui se tient de l'autre côté d'une rivière, face à une personne qu'il ne comprendra jamais complètement, et que la rivière allait rester là, et que c'était simplement la condition de ce paysage particulier. Je suis rentrée. Je n'ai pas pris les routes de montagne. J'ai pris le chemin direct, les deux mains sur le volant, la médaille de Saint-Éloi contre le sternum, et quand je suis arrivée, j'ai fait du thé et je me suis assise à la table de cuisine. Toujours cette table, encore cette table, et j'ai appelé Bernard. Il a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai dit « C'est réglé ». Il a été silencieux un moment, puis il a dit « Bien ». Juste ça, un mot, chargé de tout ce qu'il avait porté pendant 12 ans en silence à côté de moi sans que je le sache. J'ai dit « Il avait raison sur vous, Bernard. Il savait que vous tiendriez. » Et Bernard a dit « Il avait raison sur toi aussi, Céleste. Il savait que tu saurais quoi faire. » Je n'ai rien dit pendant un moment après ça. Nous sommes restés au téléphone ensemble dans le silence confortable particulier de deux personnes qui ont traversé quelque chose et n'ont pas besoin de le raconter. Les conséquences sont arrivées sans ma participation, ce qui est généralement la façon dont les vraies conséquences fonctionnent. Le règlement exigeait la communication de l'historique financier des biens. La communication a révélé que Renault utilisait le terrain du Cantal pour stocker le matériel de son entreprise depuis 9 ans, sans bail, sans loyer, sans aucune base légale. Son propre avocat lui a conseillé de régulariser ou de partir. Il est parti. Le coût du déménagement du matériel et de l'établissement d'un nouvel arrangement a mis une pression significative sur ses finances d'exploitation, une pression qu'il n'avait pas anticipée et que Françoise ne pouvait pas absorber. Clermont-Ferrand n'est pas une grande ville dans les sens qui comptent. Les gens qui connaissaient mon père, des gens de sa paroisse, du syndicat des électriciens, du quartier, ont commencé à comprendre, de la façon dont la compréhension circule dans les petites communautés, ce qui s'était passé. Pas de moi. Je n'ai rien dit à personne. Je pense que c'était Bernard, en partie, dans la façon discrète dont Bernard communiquait les choses. Pas des ragots, pas des accusations, juste une certaine qualité de franchise quand quelqu'un lui demandait comment allait Céleste Aumont ces temps-ci. Et je pense que c'était le dossier légal lui-même, qui est public, et que les gens suffisamment attentifs pouvaient consulter s'ils le voulaient. Valérie m'a appelé environ 2 mois après le règlement. La fille de Françoise, la sœur de Renaud, celle qui n'était pas venue à ma remise de diplôme, qui m'avait toujours traitée avec l'amabilité particulière de quelqu'un qui a pris en privé la décision de ne pas s'impliquer. Elle a appelé, et elle a dit qu'elle voulait me parler, et j'ai dit d'accord, et elle est venue chez moi, et elle s'est assise à ma table de cuisine, et elle a dit « Je ne savais pas, pour le testament, je veux que tu saches que je ne savais pas. » Je l'ai regardée un moment. Elle avait les yeux de Françoise, ce bleu clair et direct, mais ses mains, posées l'une sur l'autre sur ma table, étaient nerveuses d'une façon que celle de Françoise n'était jamais. Elle avait 36 ans, et elle ressemblait à quelqu'un qui porte quelque chose d'inconfortable depuis longtemps, et qui a finalement décidé que l'inconfort de le porter était pire que celui de le déposer. J'ai dit « Je te crois ». Elle a expiré. Elle a dit « Je suis désolée, Céleste, pour tout ça, pour ne pas avoir fait attention, pour ne pas avoir posé les questions que j'aurais dû poser. » J'ai dit « Je sais ». Nous ne nous sommes pas rapprochés après ça. Je ne veux pas vous donner une fin propre où la belle-sœur et moi devenons amies et où tout est guéri. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté ce qu'elle offrait, une reconnaissance honnête, et que je n'ai pas demandé plus que ce qu'elle était capable de donner, et que nous avons établi le genre de distance soigneuse et respectueuse qui est parfois la forme de paix la plus honnête disponible. Renaud n'a plus jamais appelé. Je ne m'y attendais pas. Je pense que Renaud est un homme qui a organisé toute sa vie autour de ne jamais avoir à dire à voix haute qu'il avait tort. Et je ne vais pas être la personne qui attend qu'il la réorganise. Certaines personnes ne reviennent pas.
Il faut laisser la porte se fermer sur eux avec le même calme qu'on voudrait pour soi-même. Françoise. Françoise, je ne lui ai plus parlé depuis la médiation. J'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas écrite pour lui faire du mal. Je ne l'ai pas répétée ni révisée. Je me suis assise à ma table de cuisine, un soir, environ 3 mois après le règlement, et je l'ai écrite à la main, ce que je ne fais presque plus. Et ce que j'ai écrit était ceci. Françoise. Je n'écris pas ça pour rouvrir quoi que ce soit, ni pour avoir le dernier mot. Je l'écris parce que j'ai besoin de le dire quelque part, et vous le dire est l'endroit le plus honnête pour le faire. Mon père vous aimait, je le crois. Je crois aussi qu'il vous connaissait assez pour avoir peur de ce que la peur pourrait vous amener à faire. Il avait raison de prévoir un filet de sécurité. Il avait raison sur moi aussi, que je saurais quoi faire quand le moment viendrait. Je suis la fille de mon père, je l'ai toujours été. J'avais juste besoin de l'entendre le dire. Céleste. Je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai adressée, et je l'ai tenue dans la main un moment. Puis je l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste, la même poche où j'avais porté l'adresse de l'agence et le numéro du coffre des mois auparavant, et je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai gardée là 1 semaine. Je l'ai sortie une fois, et relue, et décidé qu'elle disait exactement ce que je voulais dire, et rien de plus. Je l'ai postée un vendredi matin en allant au travail. Je ne sais pas si elle l'a lue, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Cette partie de l'histoire lui appartient, et j'ai renoncé au besoin de connaître la fin des chapitres qui ne sont plus les miens à écrire. Je m'appelle Céleste Aumont, j'ai 37 ans, et un samedi matin de début octobre, je suis allée pour la première fois sur le terrain du Cantal en tant que propriétaire, ou 40%, ce qui, debout là-bas, me semblait amplement suffisant. Ce n'est pas un terrain spectaculaire. Je veux que vous le sachiez, parce que je pense que je l'avais construit dans ma tête en quelque chose qu'il n'est pas. C'est un pré. Un pré en pente qui descend vers un ruisseau, bordé au nord par une ligne de vieux frênes, et au sud par une clôture qui a besoin d'être réparée. Le ruisseau fait un bruit dans le silence qui ressemble beaucoup au bruit des routes de nuit, un mouvement continu et régulier qui n'exige rien de vous. J'ai apporté une canne à pêche, pas parce que je comptais pêcher, parce que ça me semblait la bonne chose à porter. Je me suis arrêtée au bord du pré dans la lumière du matin, et j'ai tenu la canne, et je n'ai pas lancé. Je suis simplement restée là. Et j'ai parlé à mon père comme on parle à quelqu'un qui n'est pas là, pas à voix haute, juste la qualité particulière de pensée qui s'adresse à une personne précise plutôt qu'à l'air en général. J'ai dit « Je t'ai entendu, papa », les 2 fois. Le ruisseau continuait à couler. Les frênes étaient très immobiles. Quelque part derrière moi, dans la ligne d'arbres, un oiseau a fait un bruit 1 fois et s'est arrêté. Je m'appelle Céleste Aumont, j'ai 37 ans, et je me tiens exactement là où je suis censée être. Avant de partir, je veux vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment avant de répondre. Est-ce que quelqu'un vous a déjà protégé silencieusement d'une façon que vous n'avez comprise que des années plus tard? Un filet de sécurité dont vous ne saviez pas l'existence avant d'en avoir besoin? Une personne qui a gardé quelque chose pour vous parce qu'elle croyait que vous seriez prêt un jour, même quand vous n'en étiez pas sûr vous-même? Laissez-le en commentaire. Je lis chaque message et je pense que ce genre d'histoire mérite d'être dit à voix haute. Si cette histoire vous a accompagné, si une partie du parcours de Céleste ressemble à quelque chose que vous portez aussi, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité sait vous attendre, même quand ceux qui l'ont enterrée croyaient le contraire. À bientôt!